Nous voici pour la troisième et dernière partie donc consacrée au chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, avec en séance 5 comment les Alliés s'avancent-ils vers la victoire de 1942 à 1945, sachant que l'année 42 est vraiment l'année charnière dans le conflit. Donc en grand 1, voyons le coup d'arrêt de l'Axe. En premier point, une nouvelle offensive à l'Est. Donc on a vu qu'en décembre 41, l'armée allemande s'arrête aux portes de Moscou. Et là, donc Hitler va, à l'été 42, tourner ses ambitions plutôt donc vers le sud de l'URSS, vers le Caucase, qui est très riche en pétrole. Et Hitler a un grand besoin en matières premières. Et donc pour ce faire, l'armée allemande doit faire sauter le verrou défensif autour d'une ville, qui est la ville de Stalingrad, donc on appelle aussi Volgograd, donc qui est un grand centre industriel et on va dire le verrou défensif du Caucase. Et cette bataille, hein, qui va donc durer de août 42 à janvier 43, est considérée comme la plus décisive de la guerre et comme l'une des plus importantes de l'histoire. Alors, je vous épargne les détails, mais bon, l'armée allemande finit par être piégée dans la ville. Et là, pour le coup, la Blitzkrieg ne peut plus se déployer, hein. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de mener à bien cette tactique dans une ville en ruine. Et Staline donc envoie toutes ses forces, hein, pour défendre Stalingrad. Et pour le coup, pour la première fois, un général allemand se rend, littéralement, donc c'est le général von Paulus, avec donc des milliers d'hommes. Donc l'armée allemande finit par être encerclée et finit par se rendre. Et on peut dire, hein, voilà, en janvier 43, c'est vraiment le début de la fin, la longue agonie, hein, de l'armée allemande et le début des contre-offensives soviétiques. Alors, en deuxième point, voyons la guerre du Pacifique, donc, sur laquelle je vais faire relativement court, avec en date clé, en juin 42, la lente reconquête du Pacifique, hein, avec d'abord la première grande victoire américaine contre les Japonais, donc à la bataille aéronavale de Midway. Et comme son nom l'indique, Midway, c'est un archipel de petites îles pile au milieu du Pacifique. Et donc, c'est stratégique pour les Japonais de posséder cet îlot, parce que depuis Midway, avec les aérodromes, voilà, ils pourraient atteindre les États-Unis, hein, parce qu'il y a même un moment une psychose en Californie notamment où ils ont peur de bombardements de l'aviation japonaise. Et donc les Américains avec leurs avions parviennent à couler de nombreux navires japonais et les Américains vont entamer la lente reconquête du Pacifique avec la stratégie qu'on appelle le saut de puce, c'est-à-dire ils vont avancer d'îlot en îlot, hein, plutôt que de faire une vaste opération dans l'ensemble du Pacifique. Ils vont vraiment être très patients, très méthodiques, et attaquer littéralement îlot par îlot. Alors, autre grande victoire américaine, c'est celle de Guadalcanal. On est là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, donc c'est des îles au nord de l'Australie. Et donc cette bataille, qui a lieu d'ailleurs dans des jungles équatoriales, donc on imagine des conditions de combat très dures, sauve l'Australie de l'invasion japonaise. En point 3, voyons la reconquête de l'Afrique du Nord par les Alliés. Alors, événement important, c'est en novembre 42, le débarquement des Américains, et aussi donc des Anglais, au Maroc et en Algérie. Et donc là, pour le coup, c'est la première fois que les Américains prennent pied sur le front ouest. Alors, ils vont pas tout de suite débarquer en Europe, ce serait voilà, une opération beaucoup trop risquée. Ils vont d'abord essayer de détacher les colonies françaises, sachant, bon, la France officiellement collabore avec l'Allemagne nazie, hein, avec le régime de Pétain. Et donc, pour le coup, pour les Alliés, c'est stratégique de reprendre le Maroc et l'Algérie pour déjà affaiblir l'Axe. Et là, bah, les colonies d'Afrique du Nord vont se rallier à ce qu'on appelle la France libre, hein, c'est-à-dire à la France résistante menée par le général de Gaulle depuis Londres. Et là, on sait qu'il y a des troupes marocaines, algériennes, ainsi que des Français pieds noirs, hein, qui vont ben, rejoindre les Alliés dans le combat
en Afrique du Nord, contre les troupes de l'Axe. Alors il y a une conséquence, c'est que les Allemands vont donc occuper le sud de la France, parce que, bon là aussi on y reviendra, mais la France va être coupée en deux à un moment, les Allemands occupant la zone nord, et pour faire face voilà, à la menace sur la Méditerranée, en novembre 42, donc les Allemands occupent ce qu'on appelait alors la zone libre. Et à l'issue de combats en Afrique du Nord, hein, notamment en Tunisie, en février 43, l'Africa Corps, donc du général Rommel, rembarque vers l'Europe. Et donc c'est la fin de la présence allemande en Afrique du Nord. Donc première grande victoire sur le front de l'Ouest des Alliés. En grand 2, voyons les contre-offensives alliées, avec d'abord le débarquement en Italie. Alors ça c'est un peu la volonté de Churchill, il veut attaquer d'abord le point faible de l'axe, à savoir l'Italie. Et comme la Méditerranée est voilà, sous contrôle allié, enfin tout au moins l'Afrique du Nord, les Alliés vont débarquer en fait depuis l'Afrique du Nord en Sicile. Donc on est là en juillet 43. Alors il y a un peu une panique à bord dans le gouvernement italien parce que Mussolini en fait est destitué par le gouvernement. Parce qu'on comprend que sa politique est suicidaire et les fascistes essayent de sauver les meubles, on va dire, en virant Mussolini, et il sera même à un moment placé en résidence surveillée dans les montagnes. Il va être libéré par un commando de parachutistes allemands et remis au pouvoir par Hitler, qui va le mettre à la tête d'une république au nord de l'Italie. Enfin voilà, c'est ce qu'on appellerait une république fantoche, hein, c'est une république qui n'est pas vraiment un État, hein, voilà, qui est une marionnette des Allemands, mais enfin en tout cas c'est un peu compliqué la situation italienne, parce que voilà, il y a un moment où l'Italie du Sud va être détachée, on va dire, de la tutelle de Mussolini. Alors, il y a des combats très durs, hein, qu'on a parfois tendance à oublier en France, mais enfin voilà, la conquête de l'Italie a été longue et très difficile, avec l'intervention donc des troupes américaines, mais aussi canadiennes, anglaises, des troupes françaises également, hein, dont des troupes nord-africaines, qui vont s'illustrer hein, notamment à la grande bataille de Monte Cassino, qui est la plus grande bataille sur le front italien. Et on le sait, c'est un grand fait d'armes, hein, des troupes marocaines hein, qui vont prendre ce mont qui ouvre, on va dire, la route. C'est un monastère, voilà, perché sur un mont, qui sera rasé d'ailleurs par les bombes. Un immense monastère. Bref, en tout cas, ça ouvre la route vers Rome, et qui est prise par les Alliés donc en juin 44, sauf que voilà, l'Italie du Nord est toujours solidement aux mains des Allemands, qui ont placé de très bonnes troupes et toute une ligne défensive, et en fait il faut attendre que avril 45 pour que toute l'Italie soit libérée, et Mussolini finit par être capturé par la résistance, avec sa compagne, et il est tué par la résistance, hein, et son corps pendu par les pieds dans une station-service. Ce qui explique d'ailleurs que Hitler va se suicider de peur de terminer comme Mussolini. Donc voilà pour la reconquête de l'Italie. Alors voyons en point suivant la reconquête de la France, avec bien sûr le 6 juin 44, le débarquement des Alliés en Normandie. Hein. C'est l'opération Overlord, hein, qu'on considère comme la plus grande opération de débarquement de l'histoire. La région, donc Normandie, est prise à l'issue d'intenses combats. Alors autant le débarquement s'est passé relativement facilement, mais la Normandie sera prise à l'issue de combats très difficiles contre les troupes allemandes. Sachant que Hitler, lui, au départ, est persuadé que les Alliés vont débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, bon, il y a toute une opération voilà, d'intoxication menée par les Alliés. Et jusqu'au dernier moment, Hitler pense que le débarquement en Normandie est une diversion, hein, ce qui explique pourquoi il ne va pas notamment envoyer tout de suite les blindés. Et dans le même contexte aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le débarquement américain en Provence. On est là près de Marseille, en août 44, et les Alliés remontent la vallée du Rhône hein, pour prendre en étau l'armée allemande. Et donc en août 44, Paris est libéré, où il y a eu aussi des mouvements de résistance, par la deuxième division blindée du général Leclerc. Donc c'est connu ça, parce que pour le coup, pour le symbole, on va dire, De Gaulle obtient des alliés le droit que ce soit des troupes françaises qui libèrent Paris. Enfin françaises, parce qu'il y a aussi d'ailleurs dans cette division blindée des volontaires espagnols, des Nord-Africains, enfin voilà, en tout cas c'est connu, la deuxième DB du général Leclerc qui reprend Paris, mais tout territoire français n'est pas pris, hein, n'a pas été repris, notamment
l'Alsace. En point 3, voyons le rouleau compresseur soviétique. Donc à l'été 43, l'armée rouge, après sa victoire retentissante à Stalingrad, prend l'initiative sur le front de l'Est et remporte une série de grandes victoires, d'abord à Kharkov et surtout à Koursk, qui est considérée comme la plus grande bataille de chars blindés de l'histoire. Hein, des milliers de blindés qui s'affrontent dans une plaine. Pour le coup, pour revenir vite fait, hein, Hitler en fait avait attaqué, enfin avait ordonné l'attaque de Koursk, sauf qu'il y a un espion bien informé donc qui a dévoilé cette attaque, et les soviétiques ont eu le temps de se préparer et donc de contre-attaquer. Hein. Donc voilà, victoire stratégique à Koursk des soviétiques. Et donc en décembre 1944, toute l'URSS est libérée, sachant qu'on a tendance à l'oublier, mais en parallèle du débarquement, donc en juin 1944, il y a d'immenses opérations en Biélorussie. Donc on a tendance à l'oublier parfois chez les historiens français ou dans les cours d'histoire. C'est que il n'y a pas que le débarquement évidemment qui est important en 1944, mais aussi la grande offensive, hein, une immense offensive en Biélorussie, et donc ce qui va permettre de libérer toute l'URSS. Donc on est là au printemps jusqu'à l'hiver 44. Et là l'armée rouge en fait atteint la Pologne, et on pourrait imaginer que Staline ordonne de libérer la Pologne, sauf que c'est pas ce qui va se passer, au grand drame des Polonais, parce que les Polonais vont se rebeller et se révolter, mais sauf qu'ils vont être massacrés par les Allemands. Parce qu'en fait, Staline, lui, en grand stratège, veut pas tout de suite, on va dire, attaquer l'Allemagne, c'est pas son intérêt. Il veut d'abord, en fait, envahir tous les États limitrophes de l'URSS. Hein. Il veut constituer ce qu'on appelle un glacis protecteur, c'est-à-dire il veut constituer comme ça tout un bouclier de pays alliés, hein. Donc c'est tous les pays qui deviendront évidemment des pays communistes au début de la guerre froide, notamment donc des pays qui étaient alors alliés au Reich, hein, à savoir la Roumanie et la Slovaquie. Et donc faut le savoir parce qu'on aurait pu supposer que la guerre peut-être se termine plus tôt, c'est-à-dire que si les soviétiques avaient foncé vers Berlin, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais là, Staline, on a bien compris, va d'abord faire libérer les pays frontaliers de l'URSS. Il faut savoir aussi qu'en octobre 1944, la Yougoslavie va se libérer grâce au mouvement de résistance. Donc c'est le seul pays d'Europe en fait qui va se libérer sans la présence directe des soviétiques ou des américains. Alors bien sûr, les Yougoslaves sont aidés militairement, enfin voilà, ils reçoivent du matériel notamment des Anglais. Mais pour le coup, c'est à noter, c'est à mettre à leur crédit quand même, hein, les Yougoslaves vont se libérer par eux-mêmes de la présence allemande. En grand 3, donc la dernière grande partie de ce chapitre, la victoire des Alliés. Donc premier point, les offensives allemandes de la dernière chance. Alors, il faut déjà voir aussi, c'est une bataille qu'on oublie un petit peu, mais les Alliés vont vouloir foncer sur le nord de l'Allemagne. Hein, ils ont repris quasiment toute la France, et en septembre 1944, les Britanniques notamment en fait échouent aux Pays-Bas hein, dans une opération aéroportée. En fait, ils veulent prendre les grands ports néerlandais, donc pour couper la mer du Nord aux Allemands, sauf que ça se termine en échec retentissant, hein, voilà, donc c'est une bataille qu'on oublie un petit peu, mais enfin voilà, en septembre 1944, défaite des Anglais aux Pays-Bas. Et en décembre 1944, Hitler va lancer ses dernières forces dans les Ardennes belges, afin donc de ralentir l'avancée des Alliés. Hein. Donc il attaque en plein hiver, alors que les troupes américaines ne sont pas forcément prêtes à encaisser le choc. Sauf que bon, les Américains vont résister, et puis c'est vrai aussi qu'il y a un moment où le temps va devenir plus clément, il y aura moins de brouillard, moins de nuages, et donc ça permettra à l'aviation américaine finalement d'écraser par les bombes les tanks allemands, sachant qu'aussi les tanks allemands souffrent du fait de manquer d'essence. Enfin en tout cas, dernière grande bataille, alors c'est pas vrai, c'est un match nul, on dirait, mais enfin voilà, la dernière grande bataille du côté de l'Ouest, la bataille des Ardennes en décembre 44, pardon. Et dans le même temps, Hitler met le paquet sur un programme d'armes nouvelles. Donc il comprend qu'il a voilà, un déficit en termes d'effectifs ou même en termes de matières premières, mais il va lancer tout un programme de technologie qui est censé lui donner la victoire avec, c'est quand même très connu, les fameuses fusées V1 et V2. Donc les V1 c'était des avions sans pilote avec des bombes, hein, et les V2 c'était les fusées, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre des fusées spatiales. Bon, pour la petite histoire, c'est quand même assez connu, mais bon, les Américains vont récupérer les savants allemands, notamment le fameux von Braun, qui vont participer au programme spatial américain, et von Braun est le père de la fusée qui va amener la navette américaine sur la Lune. Hein. Donc voilà, hein, ça c'est connu, V1 et V2, qui vont bombarder donc, les villes anglaises.
Les Allemands mettent aussi en place les premiers avions à réaction, donc des avions ultra rapides, qui atteignent quasiment la vitesse du son. Mais voilà, ces armes sont produites en trop peu, enfin, sont trop peu nombreuses pour jouer vraiment dans la fin de la guerre. En petit 2, la capitulation allemande. Alors, je le dis tout de suite d'emblée, on y reviendra, mais voyant venir aussi la défaite, les Allemands vont accélérer la politique d'extermination des Juifs, notamment dans les camps d'extermination. Donc en avril 1945, les troupes américaines et soviétiques font leur jonction sur l'Elbe, donc qui est un fleuve à l'est de l'Allemagne, donc c'est une image connue, voilà, on voit des troupes américaines et soviétiques se serrer la main pour la première fois en Europe. Et à cette même date, donc printemps 1945, l'armée rouge entre dans Berlin pour la bataille finale. Sauf que la ville est farouchement défendue, voilà, c'est l'énergie du désespoir, par les troupes allemandes, notamment aussi même parfois des civils, donc des vieillards ou des très jeunes gens conformes à la va-vite, avec des lance-roquettes, etc. Bon, ce qui fait quand même de larges dégâts chez les troupes soviétiques. Mais enfin, en tout cas, voilà, Berlin finit par être prise à l'issue de combats très durs, sachant que depuis 1944, la plupart des grandes villes allemandes ont été victimes de ce qu'on appelle les bombardements stratégiques. En clair, on balance des tapis de bombes incendiaires, des bombes au phosphore, sur les civils allemands. Donc c'est une politique très très coûteuse pour les civils allemands. On peut retenir des villes comme Hambourg, donc le grand centre industriel et portuaire, ou Dresde, qui sont littéralement rasées par les bombes. On compte là des centaines de milliers de morts chez les civils allemands. Et donc le 8 mai 1945, l'acte de capitulation donc est signé, alors que Hitler s'est suicidé quelques jours auparavant dans son bunker, et on y reviendra parce que la plupart des grands dirigeants nazis vont aussi se suicider plutôt que de tomber aux mains des Alliés. Alors, on a bien compris que le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre en Europe, mais pas du tout la fin de la guerre mondiale, parce qu'il y a encore les Japonais dans la course. Donc début 1945, les Américains sont victorieux dans deux grandes batailles qui vont, on va dire, ouvrir le chemin vers le Japon. C'est la bataille d'Iwo Jima, qui est une île volcanique, et la bataille surtout d'Okinawa, pour le coup, parce qu'Okinawa, c'est la première île vraiment peuplée de Japonais. Donc c'est une petite île tout au sud du Japon, mais qui est peuplée de Japonais. Et là, pour le coup, les Japonais résistent farouchement, avec l'intervention de ce qui va devenir très célèbre, des kamikazes, donc des avions suicides, des jeunes pilotes qu'on forme uniquement pour foncer sur les bateaux ou les troupes américaines. Les kamikazes, c'est qu'à la fin de la guerre, c'est vraiment là, pour le coup aussi, l'arme de la dernière chance. Mais ça va évidemment beaucoup marquer l'époque. Alors, dans le même temps, début août, l'URSS déclare la guerre au Japon, parce que lui, Staline, ne pouvait pas se permettre de faire deux guerres, une contre les Allemands et une contre les Japonais, donc pareil, les Japonais ne pouvaient pas aussi mener une guerre sur deux fronts, donc les deux pays, en fait, n'avaient jamais déclaré la guerre. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour dire que les Japonais avaient quand même à un moment tenté le coup en 1939 d'attaquer l'URSS par la Chine, mais ça avait été un échec, l'armée rouge avait résisté. Donc les Japonais se méfiaient beaucoup des Soviétiques et réciproquement, donc les deux n'avaient aucun intérêt à faire la guerre, et Staline finit, poussé par les Américains, à déclarer la guerre au Japon. Et là, donc les Américains vont forcer la victoire, c'est-à-dire ils comprennent que l'invasion du Japon sera extrêmement coûteuse, tant pour leurs troupes que pour les Japonais, et ils comprennent aussi que l'entrée en jeu de Staline n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ce qu'ils ne veulent pas, surtout évidemment, c'est que le Japon tombe aux mains des communistes. Et donc ça explique pourquoi les Américains, et notamment le président Roosevelt, vont lancer un programme dès 1942, qui est le programme des bombes atomiques. Et elles seront lancées le 6 et 9 août 1945 sur les deux villes du sud du Japon, donc Hiroshima et Nagasaki, qui ne sont pas forcément des objectifs militaires, mais on connaît l'ampleur des victimes et du choc qu'a été les premières bombes atomiques. Mais enfin, l'idée, c'est aussi de faire peur aux Soviétiques. C'est intéressant de noter parce que, certes, les Américains veulent forcer la main aux Japonais, mais c'est aussi un signe envoyé à Staline en disant, bah voilà, nous, on a une arme suprême, donc ça permet aussi, voilà, de faire face à l'ambition des Soviétiques. Et donc en septembre, l'empereur du Japon, Hirohito, finit par capituler. Le général en chef, donc Tojo, se suicide, et le Japon est occupé dès lors par l'armée américaine. Et encore maintenant, le Japon est un pays qui est sous tutelle, on pourrait dire, militaire des Américains. Il y a encore des bases
navales ou aériennes américaines au Japon. Alors voyons en point 4 le terrible bilan humain, qui est évidemment la guerre la plus coûteuse de l'histoire, avec, je ne compte là que pour l'Europe, pour le coup, en tout cas 50 millions de morts. Je le dis d'emblée, mais il y a aussi 20 millions de Chinois, donc on évalue à 70 millions, plus il faut compter aussi des millions de Japonais, mais enfin voilà, on n'est pas loin du 80 millions de morts, voire plus dans le monde entier. Bon, en tout cas voilà, 50 millions de morts en Europe, dont une grande majorité de civils, 22 millions de Soviétiques, donc c'est le pays qui a le plus été victime, évidemment, donc il n'y a pas que des Russes, même si voilà, on l'a vu avec les républiques soviétiques. Alors le nombre de victimes des camps nazis est estimé à 12 millions, donc ça inclut camps d'extermination, camps de concentration, aussi les camps de travaux forcés, avec 5,7 millions de juifs et 3,6 millions de prisonniers soviétiques, sans compter également les tziganes. Donc les nazis ont perpétré le plus grand génocide de l'histoire à l'encontre des juifs, mais aussi des tziganes. Alors, je m'arrête un instant sur ce terme de génocide, qui est en fait un néologisme qui a été formé à l'époque pour qualifier ces massacres, on pourrait dire, industrialisés, parce que un génocide, c'est vraiment l'idée d'une élimination planifiée donc par un État ou une armée d'un groupe national, ethnique, religieux ou racial. Parce qu'on le sait bien, des massacres de population, ça existe depuis la nuit des temps. Mais là, c'est vraiment une volonté d'éradiquer purement et simplement un peuple de manière industrialisée. On est au-delà des crimes contre l'humanité ou des massacres qu'on a pu connaître tout au long de l'histoire. Alors en point 5, voyons la naissance d'une justice internationale. Donc il s'agit pour les Alliés, ce sont les vainqueurs, de juger les criminels de guerre nazis ou japonais. Et donc les dirigeants nazis, membres de l'armée ou ministres, dirigeants SS, etc., sont jugés au tribunal de Nuremberg en septembre 1945. Mais il faut quand même savoir que Hitler s'est suicidé, ainsi que Goebbels, qui était le chef de la propagande, Himmler, le chef des SS, donc il est capturé par les Anglais, mais il arrive à avaler une capsule de cyanure à se suicider, et Göring, lui, se suicide en prison lors du procès de Nuremberg. Donc en clair, les 4 grands dirigeants nazis, donc Hitler, Goebbels, Himmler et Göring, se sont suicidés. Alors, certains dirigeants vont être condamnés à mort, notamment von Ribbentrop, les ministres des Affaires étrangères, d'autres seront condamnés à la prison à vie. Alors c'est intéressant de noter parce que dans le cadre du tribunal de Nuremberg sont créées les notions de crime contre la paix et de crime contre l'humanité, ce qui apparaissent encore maintenant évidemment dans le droit international. Alors à voir aussi qu'il y a le tribunal de Tokyo, qui lui se déroule de 1946 à 1948, qui lui juge bien sûr les criminels de guerre japonais. Donc voilà pour cette longue séquence sur la Deuxième Guerre mondiale. On verra dans d'autres séquences la naissance d'un nouvel ordre mondial, avec bien sûr la guerre froide et l'opposition entre le bloc soviétique et le bloc américain. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.